S'il y a bien une chose dont... Attendez, vous pouvez remettre la lumière. L'intro est finie. Merci. S'il y a bien une chose dont tout le monde se fout, mais qui peut rendre dingue les cinéphiles... Ils projettent en panoramique. Et alors? Ah non, moi je vais aller gueuler. C'est la question du respect des formats. La projection! C'est là. La fenêtre doit correspondre au format 1.65 ou 1.75 qui a été prévu lors du tournage du film. Alors c'est pas forcément un sujet très glamour, hein, dit comme ça, et pourtant il y a beaucoup de choses à en dire, tellement que cet épisode sera en 2 parties, plus un petit bonus. Bon, mais déjà, c'est quoi le format d'un film? Alors ça peut désigner plusieurs choses au cinéma, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. En fait, si, vous le voyez en ce moment même. L'image que vous êtes en train de regarder peut être décomposée en 16 parties égales sur sa largeur et 9 sur sa hauteur. On dit qu'elle a un rapport de 16 sur 9. Et ces proportions-là ne bougent pas, quelle que soit la taille de l'image, que vous le regardiez au cinéma, sur votre télé ou sur l'écran de votre smartphone. Voilà, c'est ça qu'on appelle le format, le rapport ou encore le ratio de l'image. En fait, on pourrait dire que ce qui compte, c'est pas la taille, mais bien la qualité du rapport. Et ce rapport, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Si on prend le 16 neuvième, par exemple. Bon, eh bien, combien font 16 divisé par 9? Oui? Je ne sais pas. Ok, c'était très utile, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, vous? Moi non plus. Super, donc 16 divisé par 9, hein, vous l'aurez calculé vous-même, fait à peu près 1,77. Donc qu'on parle de 16 neuvième ou d'1,77, on parle du même format. Quant au format historique, hein, le 4 tiers, étant donné que 4 divisé par 3 fait plus ou moins 1,33, on peut l'appeler au choix 4 tiers ou 1,33. Mais alors d'où vient-il d'ailleurs ce fameux 4 tiers? Eh bien, comme vous le savez, Thomas Edison, toujours 2 fois. L'inventeur du film a tenté des trucs autour d'un format rond, adapté à son kinétoscope, puis autour du carré, d'ailleurs comme Louis le Prince l'avait tenté avant lui, pour finalement choisir l'orientation paysage. Oui, quand on dit format paysage, c'est que l'image est plus large que haut, ça nous vient de la peinture, parce que c'est une orientation adaptée à la peinture de paysage, hein, tout simplement. Et on parle d'orientation portrait quand l'image est plus haute que large, eh bien parce que c'est plus adapté au portrait, comme vous l'aurez deviné. Et autant le photographe est libre d'orienter son appareil comme il veut, le cinéaste, lui, ne peut pas. Ouais, il peut toujours s'amuser à tourner sa caméra, mais ça ne changera pas l'orientation de l'écran dans la salle de cinéma. Hein. Ce que ça vous donnera, c'est ce genre d'effet. These short back climbs are harder than the longer ones. It takes a while to unlimber your muscles, Robin, but it's all good training. Colonel, what are you doing here in Gotham City? Pour pouvoir changer l'orientation, il faudrait que le projectionniste tourne son projecteur en même temps, et vu la taille des bazars... Alors ça, c'est un point très important en fait. Quels que soient les choix faits par le cinéaste et son chef opérateur au tournage, c'est bien le diffuseur qui décide de ce que vous verrez. Que ce soit le projectionniste, si vous êtes en salle, ou la chaîne de télé. Le point! Le point! Il faut régler le point. L'image est floue. L'avantage de l'orientation paysage, c'est sa polyvalence. Hein. Prenez le 4 tiers, ça vous permet de filmer une personne seule, sans avoir trop de vide partout, ou de filmer 2 personnes en même temps, de faire de très beaux gros plans, ou de filmer un personnage en pied dans son environnement. Bref, le 4 tiers, c'est un peu le 4-4 des formats. Mais alors pourquoi le 4 tiers exactement? Bien, c'est évidemment à cause de la portée kabbalistique du 1,33. Hein. Edison étant un Illuminati sataniste et franc-maçon, il pensait ainsi... Non, l'explication est séduisante, mais malheureusement, la vérité est beaucoup plus prosaïque. Le 4 tiers a été choisi un peu au pif. La légende raconte que quand Dixon a préparé la pellicule, il a demandé à son patron quel format il voulait. Et Edison aurait répondu, à peu près ça. De toute façon, vu la largeur de la pellicule et le système de perforation, disons que ça s'est un peu imposé tout seul. En plus, c'est un format qui n'était pas très éloigné de ce qui se faisait en photo à l'époque.
Les autres fabricants importants comme les Lumières vont vite adopter le même standard. En 1916 est créée la SMPTE, Société des ingénieurs de cinéma, dont le rôle est de fixer des normes. Sa première décision est de faire du 4/3 le standard universel. Jusqu'au jour où Al Jolson in The Jazz Singer with May McAvoy and Warner Oland, and the superb cast directed by Alan Crosby. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Alors, quel rapport entre l'arrivée du cinéma parlant et le format de l'image ? Bien pour garantir la synchro entre l'image et le son, on va imprimer directement la bande son sur la pellicule. Beaucoup de silence et beaucoup de justesse. On appelle ça le son optique, et c'est en fait ce que vous êtes en train de regarder, ça c'est le générique de La Nuit américaine de Truffaut. Or, cette piste de son optique, il faut bien lui faire de la place. Les photogrammes sont donc un peu moins larges, et le rapport passe de 1,33 à 1,20, ce qui est assez proche du carré. Il se trouve que ce nouveau format ne plaît à personne, ni au public, ni aux professionnels. Il faut donc innover. L'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, c'est celle qui remet les Oscars, a donc travaillé avec la SMPTE pour définir un nouveau standard. Alors ils vont étudier la question du point de vue du champ de vision, du point de vue esthétique, du point de vue culturel. Ils vont remonter jusqu'au nombre d'or, à l'Égypte ancienne. Des trucs pointus, là. Ils vont dans des musées étudier aussi les ratios les plus utilisés par les peintres. Et après toutes ces recherches, on décide que le nouveau format sera le 4/3. Alors un 4/3 un tout petit peu différent. En fait, on va laisser un peu plus d'espace entre chaque photogramme pour arriver à un rapport de 1,37 contre le 1,33 d'avant. Et on appelle ce format bien le format académique. Rapport à l'Académie des Oscars. Alors cette timidité peut surprendre, d'autant que parmi les formats envisagés, on pense déjà aux formats larges qui vont finir par s'imposer 20 ans après. Adopter un nouveau standard, ça se décide pas sur un coup de tête. Parce que ça veut dire changer la fabrication des pellicules, des caméras, des bancs de montage, des projecteurs en salle. Bref, toute la chaîne de fabrication d'un film doit s'adapter. Or voilà, nous sommes entre 1929 et 1932 en pleine Grande Dépression, et alors que le milieu du cinéma a déjà dépensé énormément d'argent pour s'adapter au parlant. En clair, on n'a pas le pognon, et en plus le public ne le demande pas encore. Pour l'instant, la nouveauté que constitue le parlant lui suffit largement. Voilà pourquoi le règne du 4/3 est reconduit pour une vingtaine d'années. Il va même étendre son emprise, parce qu'au moment où le cinéma doit s'adapter au parlant, un nouveau type d'écran est testé, la télévision. Alors les émissions de télé en direct sont tournées en vidéo, mais en reprenant le format du cinéma, donc le 4/3, vous pouvez diffuser des films, et vous pouvez archiver vos émissions sur pellicule. En plus, les premiers tubes cathodiques sont ronds, donc si vous prenez un format trop large, vous gaspillez une bonne partie de l'écran. Pour toutes ces raisons, le format de la télé sera le 4/3. La troisième famille d'écrans, les ordinateurs personnels, va choisir à son tour le 4/3, après cependant des tentatives notamment d'orientation portrait pour les traitements de texte, ce qui n'est pas idiot vu que ça remplace la feuille de papier de la machine à écrire. À l'arrivée des consoles de jeux vidéo, l'orientation portrait refait une petite tentative, mais l'écrasante majorité de ces consoles se branche sur la télé, donc en orientation paysage. À part dans quelques professions, l'orientation portrait est alors morte et enterrée. Du moins, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Oh, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. C'est fini. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955 ? Et oui Marty, nous sommes maintenant dans les années 50.
Et à Hollywood, ça va pas fort. World famous motion picture studios. Tenez, en 1945, 58% des Américains allaient au cinéma au moins une fois par semaine. Dans les années 50, en revanche, en quelques années, 5000 salles de cinéma ferment aux États-Unis. C'est presque autant que le nombre de salles en France aujourd'hui. Alors, en plus d'autres problèmes qu'on n'abordera pas aujourd'hui, Hollywood doit faire face à la fin de son monopole sur les images animées, car les années 50 seront celles de la Et en plus, ça roule. télévision. On va pouvoir regarder Jackie Gleason pendant qu'on mange. C'est notre premier poste de télévision. Papa nous a fait la surprise. Et malgré son prix, Vous avez la télévision? Bah oui, même que... On en a 2. Waouh! Tu dois être drôlement riche. Voyons, il dit ça pour te taquiner, chérie, mais personne n'a de poste de télévision. elle va rencontrer un certain succès. En 1950, seuls 9% des foyers américains possèdent une télévision. En 1960, ce chiffre est passé à 83%. Mais si la télé semble marquer le triomphe du 4/3, c'est en fait à cause d'elle qu'il va disparaître des salles de cinéma. Car Hollywood doit absolument trouver un moyen de pousser les gens à se lever de leur canapé, à abandonner un divertissement gratuit, la télé, pour se rendre en salle et acheter leurs billets. Les majors vont alors tout tenter pour renforcer l'expérience de la salle de cinéma, en offrant tout ce que la télé ne peut pas offrir. Alors à côté de gadgets tape à l'œil et sans avenir comme la 3D... Oups, pardon, je me suis trompé d'époque. Voilà, je disais. À côté de gadgets tape à l'œil et sans avenir comme la 3D, elles vont développer des formats larges, beaucoup plus larges que le 4/3, qui doivent remplir entièrement le champ de vision du spectateur, ou pour être clair, qui doit leur en mettre plein la vue. Alors on les appelle format large, panoramique ou widescreen en anglais. Mais on l'a dit, ça n'est pas vraiment une nouveauté puisqu'on y pensait déjà à l'arrivée du parlant. Alors pourquoi ça s'impose dans les années 50 et pas dans les années 30 ? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de technique mais d'économie. Adopter un nouveau format reste aussi coûteux que ce qu'on disait au moment du parlant. Mais dans les années 50, les majors jouent un peu leur survie, donc elles n'ont plus trop le choix. Ceci étant dit, techniquement, comment on fait pour élargir le champ ? Bien, chaque studio va bricoler son propre système maison, il y en a énormément. Nous, on va en retenir 3 qui illustrent 3 approches différentes. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Le premier à apparaître en 1952, c'est le cinérama. Alors sur le papier, c'est une approche extrêmement simple. Puisqu'une caméra couvre un champ de 4/3, il suffit de filmer avec plusieurs caméras côte à côte pour élargir le champ. Le cinérama, ça consiste donc à tourner avec 3 caméras, ou plutôt avec une caméra 3 en 1. Vous voyez 3 pellicules différentes, 3 objectifs différents dans un seul appareil. En revanche, il faut bien 3 projecteurs différents et synchronisés entre eux pour la projection. En plus des 3 projecteurs, les salles doivent s'équiper d'un écran géant et incurvé. Avec ça, on obtient un rapport de 2,65/1. Le fait que l'écran soit courbe, le spectateur est complètement immergé dans l'image. Mais autant dire que les investissements demandés aux exploitants sont colossaux et que les problèmes rencontrés au tournage pour utiliser cette caméra triple sont infinis. Le cinérama aura un énorme succès dans les fêtes foraines, mais on ne tournera que 2 films de fiction avec ce procédé extrêmement lourd. Le producteur Mike Todd, qui a travaillé à la mise au point du cinérama, est tout à fait conscient de ses limites. Il va donc mettre au point un système panoramique avec une seule caméra qu'on appelle le Todd AO. Le secret, c'est d'utiliser une pellicule plus large, en fait 2 fois plus large, le 70 mm. C'est un excellent procédé, mais d'une part, les salles doivent s'équiper de projecteurs 70 mm, et d'autre part, la pellicule coûte beaucoup plus cher que la 35 mm standard. Le Todd AO sera donc réservé à quelques films de prestige à grand spectacle. Le système qui finira par s'imposer est en fait le plus économique des 3, c'est le cinémascope. Il fonctionne avec une seule caméra et de la pellicule 35 mm. Pour tourner en cinémascope, il faut juste s'équiper d'un objectif spécial qui va en fait compresser l'image en largeur
pour faire rentrer un ratio de 2,55 sur une image de 4/3 standard. Ensuite, il suffit d'équiper un projecteur du même type d'objectif pour décompresser l'image et retrouver son ratio normal. Alors ce système appelé anamorphique a tout de même un défaut, ce qui n'est pas au milieu de l'image a tendance à être déformé. De plus, la profondeur de champ est assez faible, mais ces défauts seront corrigés par un autre système, le système Panavision, qui va remplacer le cinémascope dans les années 60. Le succès du cinémascope tient aussi au fait que le principe d'objectif anamorphique n'est pas breveté. Des systèmes concurrents vont donc se multiplier, comme le Franscope bien de chez nous. Voilà pourquoi on parle en général de scope tout court pour désigner un format anamorphique. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Alors si ce sujet vous passionne, on ne sait jamais, ça peut arriver, je ferai une petite vidéo bonus sur le cinérama, le cinémascope et leurs origines françaises, justement. Alors si le public est emballé par les formats scope, ça n'est pas le cas de tous les réalisateurs. Certains, comme Fritz Lang par exemple, ne cachent pas leur mépris. J'aime beaucoup le cinémascope. Ce n'est pas fait pour des hommes, c'est fait pour les serpents, pour les enterrements. La phrase que Godard fait prononcer à Fritz Lang est en fait une citation d'Orson Welles. Orson Welles qui comparait le format scope au théâtre de Guignol, car les acteurs sont coupés au niveau de la taille. Ah, the French champagne. Mais Fritz Lang partageait complètement ce point de vue. Il a déclaré « Pensez au tableau célèbre, je ne vois que la scène utiliser ce format. Quand on n'a qu'une personne, on voit une grosse tête et rien à gauche ni à droite. » Constat partagé par Howard Hawks, par exemple, qui disait « Si ça avait été un bon format, les peintres s'en seraient servis plus souvent, car c'est une question sur laquelle ils travaillent depuis bien plus longtemps que nous. » Quant à Gene Kelly, il pensait que ça n'était pas du tout approprié aux scènes de danse, mais malheureusement pour lui, la MGM ne lui a pas laissé le choix. En France aussi, le scope fait débat. D'un côté, René Clair parle de cadre proprement inhumain, alors que Clouzot regrette d'avoir tourné Le Salaire de la peur juste avant la sortie du cinémascope. André Bazin, assez enthousiaste, décrit le scope comme une baie vitrée substituée à l'ancienne fenêtre. Mais le format large pose aussi des problèmes bien particuliers aux acteurs. Ce qui est dur dans le cinémascope, c'est la marche. Oui, ça semble bizarre, mais c'est ça. Quand vous êtes en extérieur, par exemple, et que vous devez traverser une place de village, pour l'écran normal, vous avez à parcourir 20 ou 30 mètres. En cinémascope, comme l'écran est beaucoup plus large, vous avez tout de suite 400 ou 500 mètres à parcourir. Vous répétez 8 fois, vous tournez 8 fois, vous avez fait vos 10-12 km dans la matinée. C'est ce qui est dur pour l'acteur en cinémascope, c'est la marche. Le chef opérateur Henri Alcan pense, lui, qu'il faudrait réserver le scope pour certaines scènes. Alors ça, c'est un vieux rêve qu'avait déjà Eisenstein, un format différent par scène. Par exemple, le scope pour un paysage, le 4/3 pour un gros plan, et pourquoi pas même un format vertical pour filmer, je sais pas, des gratte-ciel par exemple. Faire varier la forme du cadre en fonction du plan, c'est ce que Ernst Lubitsch fait dans ce film de 1921. Une nouvelle tentative sera faite dans les années 50, au moment où sortent tous les formats larges. Le système s'appelle Dynamic Frame, et un seul film, un film de démonstration en fait, sera réalisé avec ce système. Notons aussi que dans les années 60 et 70, le split screen a permis comme ça de varier les formats dans une même image. Un procédé qui a presque aussi mal vieilli qu'une chanson de Michel Legrand. Yeah. Pour en revenir au scope, la jeune génération de cinéastes est beaucoup plus enthousiaste. Truffaut tourne d'ailleurs son premier film, Les 400 coups, en scope. Ici souffrit le pauvre Antoine Douanel. Alors ce qui est passionnant dans les techniques, c'est la façon dont les artistes s'en emparent et les détournent de leur objectif premier.
La Fox a développé le cinémascope pour des films à grand spectacle, à gros budget et évidemment en Technicolor. Et la nouvelle vague va s'en servir pour tourner des films intimistes en noir et blanc. Ce qui montre qu'on peut faire ce qu'on veut d'un format, hein. Ce n'est pas le choix du format qui doit dicter le choix du sujet. D'ailleurs, on n'a pas attendu les formats scope pour tourner des films épiques. Et alors que Bazin se demandait si le scope allait tuer le gros plan, Godard prouve dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle que ce n'est pas le cas du tout. De l'autre côté des Alpes aussi, on pense qu'on peut tout à fait marier scope et gros plan. Si vous voyez de qui je veux parler. En 4/3, il aurait été impossible d'isoler uniquement les yeux de cette façon. Bref, malgré les grincheux, l'écran panoramique est un triomphe. Au point que des exploitants peu scrupuleux vont ressortir des films tournés en 4/3 et les projeter en scope, en masquant le haut et le bas de l'image. Ce qui peut donner des résultats intéressants. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Bon ok, là j'exagère un peu. Mais à l'époque, la commission technique du cinéma français recommandait au chef-op de concevoir leur image en gardant en tête qu'elle pourrait être coupée en haut et en bas à la projection. Aux États-Unis, les spectateurs fans de Fred Astaire ont été plutôt déçus de ne pas voir ses pieds dans les scènes de danse de Tous en scène, qui étaient projetées masquées. Et oui, l'arrivée des formats larges, ça veut dire l'arrivée des problèmes de compatibilité. Et si vous trouvez que les salles de ciné des années 50 respectaient vraiment rien avec leur cache n'importe comment, et que vraiment on ferait plus ça aujourd'hui, on en reparle plus tard. Mais en fait, cette méthode de Margoulin est bien celle qui va permettre de démocratiser le format large et d'enterrer le 4/3 cinéma. Enfin, ça et les progrès de la chimie. Les pellicules ayant un grain de plus en plus fin, il devient possible d'agrandir l'image projetée sans perdre trop de qualité. Si vous voulez tourner au format scope sans avoir acheté un objectif anamorphique, eh bien vous tournez en 35 mm classique, donc un 37, puis à la projection, vous agrandissez l'image et vous masquez le haut et le bas. Certes, vous n'aurez pas la largeur de champ du cinémascope, mais vous aurez le même rapport. Seulement avec ces histoires de cache, ça devient franchement n'importe quoi. Chaque pays, chaque exploitant fait un petit peu ce qu'il veut avec les formats. Projette en panoramique. Et alors? Ah non, moi je vais aller gueuler. Il faut donc définir de nouveaux standards. Et là, le monde du cinéma va choisir de ne pas choisir. D'un côté, les Américains optent pour le 1,85. Voilà. Et de l'autre, les Européens choisissent le 1,66. Voilà. Enfin, je dis les Européens, mais sauf les Italiens, qui, pour des raisons qui les regardent, vont choisir un 1,75. Me demandez pas pourquoi. Au tournant des années 60, le règne du glorieux 4/3 s'achève enfin. En tout cas au cinéma. En 1950, la Fox déclare « Nous n'avons nullement l'intention de céder même nos anciens films à la télévision ». Seulement 3 ans après, elle est la première major à le faire. Entre-temps, Hollywood s'est fait à l'idée que la télévision était là pour durer. Et comme il n'était pas possible de la battre, eh bien autant faire de l'argent avec. La télé a besoin de contenu, et ça tombe bien, les majors en produisent. Alors dans un premier temps, Hollywood va refourguer ses vieux films noir et blanc 4/3, mais en 1961, NBC va diffuser pour la première fois un film tourné en cinémascope à la télé. Mais comment vous faites entrer un film tourné en scope, en 2,55, dans un écran en 4/3 ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes mauvaises. Et on les verra en détail dans la deuxième partie de cet épisode.